Cette vidéo est sponsorisée par vous. En rejoignant mon Patreon, vous permettez à la chaîne de continuer et de mieux se développer. Vous pourrez voir le prochain Fermela en avance, vous aurez accès à mon Discord exclusif où je partage des infos sur le déroulement du prochain Fermela et où je montre des extraits tout frais quand j'ai réussi à finir le montage. Et vous pourrez même choisir un prochain jeu que nous testerons sur ma chaîne Twitch où on rigole bien sur quelques jeux que je découvre et où on passe d'autres moments rigolos dans le style chaque mercredi. Ou même un film dont nous parlerons dans le vidéo club virtuel avec des potes un samedi sur deux, aussi sur Twitch 21h. Merci à vous et bonne vidéo. Ordre ensemble que je connais pas, attaché. Ouais, on est mercredi. Bonsoir, Michael J. Bla bla bla, vous voulez me faire payer parce que j'ai fait la vidéo des LGBT censurés par Disney, Ce c'est n'est bon, pas hein, pour ça que tu es là. Ah, vous êtes les Slayers sexuels. Non mais passez à autre chose, Suicide Squad On c'était s'en pas si bien que... fout de Suicide Squad. Star Wars? Non, une licence bien plus importante que tu as insultée. Quelle licence, oui. Vous allez me faire quoi? Tu vas voir. They told you everything was waiting for you. They told you everything was set in stone. Sérieux? After Eye? Tu voulais ignorer cette série, mais tu vas comprendre ton erreur après avoir vu toute la première saison. Donc... Vous allez faire quoi après la saison 1? Passer la seconde saison. Et après qu'on ait fini toute la série? Une fois qu'on aura fini, on te ramène chez toi. Ok. On n'arrangeait pas du tout les royales de l'école, comme Applewhite, fille de Blanche-Neige. Mais elle doit le faire parce que si elle refuse de m'empoisonner, je ne perdrai pas connaissance et je ne serai jamais Alors, remplacée par mon prince. ok pour l'intégrale, mais vous avez au moins quelque chose à boire ou quelque chose? Oui, je dois avoir du jus de pomme dans le frigo. Oh, ok. Thématique en plus. Il y avait les royales dont le destin était d'être heureux. Ah, ça peut pas être pire qu'American Pie non plus, hein. Par exemple, la meilleure amie d'Applewhite. Merci de m'avoir accompagné, hein. On se retrouve à la convention. Je vous dis si j'ai des disponibilités. Cool. Allez, à la prochaine. Ciao. Méfiez-vous des fans d'Ever After High. Non, sans déconner, si jamais ils vous chopent, ils vont vous forcer à regarder une série parfaitement inoffensive. Et après, ils vont vous donner du jus de pomme et des cookies avec ça. C'est des fous dangereux, des putains de terroristes. Craignez-les. Donc oui, pardon pour le retard, mais nous allons enfin parler du sujet des adaptations de Blanche-Neige que je prévoyais de faire pour la sortie du remake nul de Disney. Mais entre mes retards perso, mon cerveau qui me dit « Fais la vidéo du mois des fiertés, fais la vidéo sur Suicide Squad !» et le retard de ces vidéos aussi, parce que cette fois mon cerveau m'a dit « Fais la vidéo sur Superman !» Me voilà à reparler de Blanche-Neige alors que tous les gens normaux sont passés à autre chose et les cinéphiles avides de films de merde ont trouvé une nouvelle cible. T'en nous parlerons la prochaine fois. Je suis condamné à ne jamais être dans l'actualité pour le restant de mes jours. Ce qui est un petit peu chiant quand on a une émission qui parle de polémique sur la pop culture. Mais je vois le beau côté des choses. Au moins j'ai fini cette vidéo pour Noël. Mais ouais, comme je l'avais expliqué dans la précédente vidéo sur le sujet, ça faisait un moment que je voulais parler des adaptations de Blanche-Neige. Parce que la seule vraie critique au cœur de toute l'argumentation des grifters et réacs qui veulent que le film soit détesté de tous pour leur narratif raciste, c'est que le film ne respecte pas l'original. Alors après vérification, oui je confirme, ils ont changé des trucs par rapport au conte original.
Ce que toutes les adaptations de Blanche-Neige ont toujours fait. Non seulement ils changent des trucs, mais ils essayent d'apporter une tournure moderne et de la réappropriation culturelle depuis les années 30. Parce que le conte est plus vieux que nos grands trisaïeux. Et ce serait débile que dans les plus de 60 versions différentes du conte, on n'en profite pas pour tenter des trucs. Je vais même dire qu'on a tenté des trucs 1000 fois plus modernes et radicaux que tout ce qu'a fait le remake Disney. Il y a plus à dire sur le fait de faire un remake live-action d'un film dont la principale particularité est d'être le premier long-métrage d'animation hollywoodienne que sur le fait que, oh non, Blanche-Neige n'a pas besoin d'un prince dans ce film. Le remake Disney est le 14e film Blanche-Neige où Blanche-Neige se débrouille sans le prince. Ça n'a rien de nouveau et le patriarcat a survécu aux 13 précédentes fois. Donc vraiment, arrêtez de chouiner. Donc ouais, j'en ai déjà marre de me replonger dans les débats sur le massacre de notre enfance, parce qu'on sait tous que Disney a une machine temporelle pour nous donner des baffes directement quand on avait 5 ans. Et j'ai pas des masses envie de défendre ce film de merde, surtout après la précédente vidéo sur le sujet. C'est pour ça que je voulais surtout explorer les adaptations de Blanche-Neige, car ça va permettre non seulement de voir que les arguments des grifters n'ont aucun sens, mais aussi en quoi le remake ne fait rien de nouveau. Parce que le problème de ce film, ce ne sont pas ses choix artistiques. C'est la pertinence de ces choix artistiques, voire la pertinence d'en faire un remake. Parce que je rejoins complètement Peter Dinklage sur cette question, pourquoi on continue à faire des films sur Blanche-Neige ? Parce qu'à part le film d'animation Disney, est-ce qu'on a fait un truc bien sur Blanche-Neige? J'ai beau chercher, mais j'arrive tout le temps dans le triste constat que le remake Disney est dans le top 5 des meilleurs films Blanche-Neige, remplaçant Blanche-Neige et le chasseur. Parce que le conte de Blanche-Neige a été maintes et maintes fois adapté, mais rarement parce qu'il y avait une proposition artistique derrière. Il y en a, mais c'est rare d'avoir plus que de la représentation faussement moderne et intelligente. Ces films sont principalement des commandes, des blockbusters essayant de refaire le Seigneur des Anneaux, des produits bas de gamme pour gosses ou pour femmes au foyer, faits pour exploiter un nom par des pingres, des comédies romantiques reprenant juste des motifs du conte et des parodies. Oui, mon Dieu, qu'est-ce qu'on dérouille. Au fond, c'est bon, en fait, c'est chouette, c'est bien mieux qu'une branlette. Et je peux confirmer parce que j'ai vu pratiquement toutes les adaptations de Blanche-Neige. Ce qui comprend le film Disney de 1937, évidemment, ainsi que le remake de 2025, le film muet de 1917, le film muet de 2012, le film de Tarzan Singh, sorti en même temps que Blanche-Neige et le chasseur, la version horrifique Blanche-Neige le plus horrible des contes, Blanche-Neige la suite, la nouvelle Blanche-Neige, Blanche-Neige avec La Langue, Blanche-Neige Betty Boop, Blanche-Neige avec les Trois Stooges, Blanche-Neige la comédie romantique annuelle de Noël, Blanche-Neige l'aventure de Noël, Blanche-Neige la suite non officielle, Blanche-Neige la suite non officielle durant Noël, Blanche-Neige et les souliers rouges, Blanche-Neige contre un méchant de Flash Gordon, l'arc Blanche-Neige de l'animé Raconte-moi une histoire, Blanche-Neige version Mondo World, Blanche-Neige version allemande, Blanche-Neige version soviétique, Blanche-Neige version raciste, le segment Blanche-Neige de 3 contes merveilleux, Blanche-Neige le plagiat de Disney, Blanche-Neige l'autre plagiat de Disney, Blanche-Neige le film Asylum, Blanche-Neige le film de Canon Group, Blanche-Neige et les Avengers, Blanche-Neige et les 7 samouraïs, Blanche-Neige version gore, appelé Never After 2, Snow White Another Bite @The Apple, qui est la suite non distribuée en France de Cendrillon et le prince pas trop charmant. Un conte peut en cacher un autre du livre Roald Dahl, Blanche-Neige le porno avec les nains, Blanche-Neige le porno sans les nains, Blanche-Neige le porno animé suédois, Blanche-Neige le porno brésilien. Elle voit des nains partout qu'on pourrait croire à un porno mais en fait non. Blanche comme neige le porno français qui fait genre d'être artistique et psychologique, Blanche-Neige à l'université, Blanche-Neige le dessin animé nul sur YouTube, Blanche-Neige l'épisode des contes de Grimm, Blanche-Neige l'épisode de Sims à la Grimm, Blanche-Neige l'épisode d'Happily Ever After A Fairy Tale for Every Child, Blanche-Neige l'épisode de la série avec le nouveau mème préféré de Mea. Hello, I'm Shelley Duvall. L'épisode de H, l'épisode de Charmed Page devient Blanche-Neige que vraiment j'ai regardé que pour la blague, la série Once Upon a Time, le film Phoenix Game, Blanche-Neige le slasher sans budget, Blanche-Neige version 10e royaume, Blanche-Neige version Wolf Among Us, Blanche-Neige rouge sang, et bien sûr, Ever After Live, et absolument plus rien d'autre. Par pitié, laissez-moi dans l'ignorance d'une autre version de Blanche-Neige. Je sais que vous adorez me demander « Est-ce que tu as vu telle version ?» parce que vous apportez beaucoup d'importance pour mon avis et pour mon travail, et que vous voulez juste m'aider à le compléter, mais là, pour le coup, s'il vous plaît, épargnez-moi. J'ai vu 50 versions différentes de cette conne de Blanche-Neige. Et encore, j'ai même pas donné une chance au conte interdit, parce que rien que le premier chapitre, j'ai laissé tomber, parce que « Oh, regarde-moi, je prends Blanche-Neige et je le fais passer dans un hôpital psychiatrique tout pourri avec un médecin violeur. That's way too edgy, Edgelord. Mais bon, parlons de ça, justement. Parlons des différentes propositions d'adapter le conte et ses personnages, et répondre à cette question, est-ce que ça sert encore de faire des films sur Blanche-Neige ? Il était une fois
Les contes de fées sont une partie importante du paysage cinématographique, mais certains pourraient dire qu'il s'agit d'un genre dit mort, de la même façon que certains disent que les westerns sont morts, ou que les comédies musicales étaient mortes, même si c'est toujours un petit peu là. Au fait, genre du futur, pas trop déçu par la conclusion de Wicked? Ou les films de super-héros mourront très vite, comme l'espèrent certains râleurs qui veulent forcer l'idée que les gens en auraient marre malgré le succès populaire de Deadpool et Wolverine, les Gardiens de la Galaxie 3, Across the Spider-Verse, et cette année, Superman et les 4 Fantastiques premier pas. Et même aujourd'hui, malgré les remakes Disney et tout, on peut dire que le genre des contes de fées est toujours mort en vrai. Parce que les films Disney, même ceux qui adaptent des contes, ne sont pas vraiment des films de contes. Je pars du principe que l'animation n'est pas un genre mais un médium. Donc si je devais caser les films comme La Petite Sirène, La Belle et la Bête ou Aladdin dans un genre, ce serait plus la case film d'aventure et comédie musicale basée sur des contes de fées. Ces 3 exemples prennent la mythologie et l'histoire de ces contes et les adaptent à une structure classique de film d'aventure où les personnages sont des personnages et non des symboles ou des figures métaphoriques. Si je devais citer des films de contes de fées, je dirais des films comme Le Magicien d'Oz, ou La Belle et la Bête de Jean Cocteau, ou Podane, car ces films-là sont, comme tout conte, oniriques. Ils ne reposent pas sur un réalisme quel qu'il soit, assument complètement leur aspect toc, et offrent une expérience plus atmosphérique et morale que complexe narrativement. Je veux dire, Podane se termine sur le roi et la reine débarquant en putain d'hélicoptère en disant « Salut meuf, j'ai oublié la raison pour laquelle on était en froid, ça te dit qu'on se réconcilie pour une fin heureuse pas chère ?» Ok. Si je devais dater la dernière fois que Disney a vraiment sorti un conte sur grand écran, je dirais 2011 avec le dernier long métrage d'animation Winnie l'ourson. Et juste derrière, 1977 avec le premier long métrage d'animation Winnie l'ourson. Le conte de fées est un genre qui ne repose sur aucun réalisme et aucune logique concrète. Seulement une logique émotionnelle et symbolique. Beaucoup pensent que le cinéma, qui repose sur une recréation du réel, ne peut pas être un bon médium pour les contes de fées. Mais je ne suis pas du tout d'accord. Ça existe, hein, des films qui embrassent la stylisation et l'onirisme, c'est juste que l'industrie mainstream priorise une forme de réalisme pour éviter des critiques qui se croient pertinentes de juger le réalisme d'un conte de fées. Mais c'est con que la bête soit si énervée parce qu'on lui a pris une rose. Bon ok, bah essayons de corriger ça en disant que cette rose fait partie de sa malédiction et a une plus grande importance pour lui. Qui est assez conne pour se laisser pousser les cheveux jusqu'à atteindre cette taille ridicule. Ok, bah on corrige ça en donnant une raison au fait qu'elle ne coupe jamais ses cheveux, genre ses cheveux ont un pouvoir qui disparaît si elle se les fait couper. C'est pour ça que dans les remakes Disney, se baser sur les classiques des années 90, font autant de copier-coller que possible, parce que ces films-là étaient conçus pour correspondre au genre de film d'aventure qui caractérise une majorité de nos blockbusters actuels. On peut pas faire une adaptation live de Winnie l'ourson où c'est juste le quotidien de nos héros qui font des bêtises et un enfant qui profite de ses aventures. Faut que les personnages aient un arc et qu'il y ait un climax, un enjeu qui amène à une course-poursuite et une confrontation avec un protagoniste. En fait, tu fais pas Winnie l'ourson, tu fais Paddington. Pareil pour Dumbo ou Alice au Pays des Merveilles, qui lui fut adapté en un sous-monde de Narnia, qui était déjà un sous-Seigneur des Anneaux. Donc à partir de là, évidemment qu'ils vont changer énormément de trucs dans le remake de Blanche-Neige. Seulement, ils sont bloqués par un autre problème conceptuel. Le conte de Blanche-Neige n'inspire pas énormément les scénaristes hollywoodiens. Les autres classiques Disney adaptent des contes qui ont une histoire tellement pure et universelle qu'elles ont muté en d'autres histoires. La Belle et la Bête, les artistes sont toujours captivés par le concept d'amour envers une créature monstrueuse, la demoiselle qui explore le château plein de mystères et tout, ce qui fait que ça a inspiré d'autres relations romantiques entre un monstre et femme solitaire, comme Hellboy ou Belle de Mamoru Hosoda. Pinocchio, on a l'idée de donner la vie à un pantin de bois, qui a été de très nombreuses fois appliqué au concept de la robotique avec des personnages comme Astro Boy ou Ultron. Aucun lien, je me tiens bien. Je ne titube ni ne chancelle. T'as aussi le rapport père-fils, créateur-création, la situation de tentation avec l'île au plaisir, et le symbole du ventre de la baleine qui est devenu un terme pour qualifier ce passage dans toutes les histoires où nos héros sont au plus bas avant de remonter. Et même quand on l'adapte directement, un artiste comme Del Toro peut en faire une œuvre très personnelle. Même Cendrillon a l'idée de dépasser notre classe sociale et prouver notre valeur pour atteindre la haute société en changeant simplement de tenue et de véhicule, qui a eu des descendants spirituels comme Pretty Woman ou même Kingsman. Ah ouais, genre My Fair Lady. Il y a toujours quelque chose qui évoque des thématiques qui sont plus grandes et universelles, ce qui donne une certaine pureté à ces contes de fées. Blanche-Neige, c'est compliqué. L'histoire d'une princesse que la mère veut tuer parce que son miroir magique dit qu'elle est plus belle qu'elle, que Disney a changé en belle-mère parce qu'il ne fallait surtout pas que les gosses remettent en question l'autorité parentale, et depuis, toutes les adaptations l'ont reprise. Elle s'enfuit dans la forêt, est recueillie par des nains pour qui elle fait le ménage et la cuisine, mais la belle-mère se déguise en vieille et lui donne une pomme empoisonnée, elle meurt, mais pas vraiment car le prince Deus Ex Machina arrive pour soit l'embrasser, ce qui la ressuscite par magie, soit l'embarque dans une charrette et en secouant trop le cadavre le bout de pomme finit par sortir et elle ressuscite, soit en demandant
à son valet de lui taper le dos jusqu'à ce qu'elle crache la pomme. Oui, c'est une vraie version qui existe avant le recueil par les frères Grimm. Et franchement, je trouve ça dommage que personne n'ait pensé à reprendre cette version-là. Je veux dire, même les parodies et les versions comiques du conte, ils se contentent de reprendre le coup du baiser pour faire des blagues sur le viol ou sur le fait que le mec se prend un râteau. Alors que je suis désolé, mais c'est bien plus rigolo d'imaginer quelqu'un prendre le cadavre de Blanche-Neige et lui taper dans le dos comme si c'était un nourrisson qui s'étouffe. Vous avez tous échoué en tant que comique. Je veux Blanche-Neige version méthode de Heimlich, merde! Bah quoi, on vous donne les outils, alors allez-y, pondez-nous un sketch marrant. Le problème conceptuel dans les adaptations modernes de contes est qu'une histoire comme Blanche-Neige marche grâce à sa simplicité onirique. C'est pour ça qu'on accepte nos Deus Ex Machina ou la simplicité du personnage de Blanche-Neige dans le film d'animation, car ça va avec une impression d'être dans un rêve. Son aspect poétique est purement émotionnel. Mais surtout, là où ça coince, c'est que Blanche-Neige c'est surtout un conte sur l'expérience d'être une femme. Une femme des temps anciens en plus de ça. L'arrivée de Blanche-Neige, qui est symbolisée par sa mère qui saigne, la méchante reine qui s'en prend à Blanche-Neige quand elle commence à devenir majeure, faisant un combat entre deux concepts de la féminité, et qui la piège avec un peigne, un corset et une pomme pour avoir un corps sain. La mort symbolique d'un passage de l'âge d'enfant à l'âge d'adulte, où tu trouves l'amour. Et du coup, ouais, il y a un côté un petit peu sexiste et obsolète, car ça arrête la féminité à des trucs comme la robe, le peigne, le ménage et le mariage. Mais ça peut être corrigé et approfondi dans des adaptations, justement. Le problème, c'est que la plupart des scénaristes hollywoodiens sont des mecs à qui on a bourré dans le crâne. Toutes les histoires doivent ressembler au héros, mais il y a un visage de Campbell. Du coup, ils s'en foutent complètement de la partie sur la féminité au-delà de cette vieille peau est jalouse. Et ils forcent le conte à s'adapter à un modèle préexistant. Et en soi, pourquoi pas faire ça de temps en temps? J'admets, j'avais trouvé intéressant la façon dont le Alice de Burton adaptait le conte au modèle campbellien, même si le reste est absolument raté, bien sûr. Et ça a marché pour les classiques Disney qui ont justement adapté le conte pour donner plus de cohérence narrative. Et notez que je fais la différence entre cohérence narrative et cohérence pour rendre ça réaliste. La cohérence narrative apporte des éléments pour renforcer l'histoire et le sens, peut-être en rendant le tout moins onirique, mais en étant tout de même au service de l'histoire. Là où la cohérence à la remake Disney s'en fout de l'histoire, c'est plus pour apporter des détails dont on se fout, pour remplir le film ou pour correspondre à des critiques de mauvaise foi, supprimant ainsi l'imagination et la folie qu'on aime tant dans ces histoires. Je parle avec un chandelier. Un candélabre, je vous prie. Un bon exemple de ça dans le cas du remake de Blanche-Neige, c'est l'explication à pourquoi la méchante reine choisit une pomme de tous les fruits disponibles. Votre peuple a faim, et ça vous semblera bien peu, mais quand j'étais jeune, mes parents et moi allions cueillir des pommes. Nous en faisions des tartes pour aller les distribuer dans le village. Des tartes? Mais les tartes sont un luxe, ces gueux n'en ont pas besoin. Le luxe les perturbe. 1. Ça alors, Gal Gadot est contre qu'on donne de la bouffe à des gens qui sont victimes de famine, on se demande pourquoi. 2. J'ai jamais vu qui que ce soit demander pourquoi une pomme. Je veux dire, j'ai vu des gens questionner pourquoi la méchante reine empoisonne Blanche-Neige au lieu de... Vous savez... Et j'ai jamais vu qui que ce soit demander une justification pour la pomme. Je veux dire... Les gens aiment les pommes, c'est pas difficile à comprendre. Cinémacine, ça n'a pas seulement fait du mal à la critique ciné, mais aussi à l'écriture de films tout court. Forgetting that some people prefer green apples. La ferme! La ferme! La ferme! C'est avant tout un problème culturel. Nous sommes actuellement dans une société majoritairement cynique culturellement. Il y a des exceptions, un ras-le-bol et une envie d'aller vers une société plus empathique et sincère, mais c'est pas encore ça. Parce que les années 90 ont beaucoup remis en question les acquis de notre société et les traditions, tandis que les années 2000 ont subi la peur et l'insécurité qui a appelé à moins de naïveté et plus de sombre. C'est donc dans ce contexte qu'on se retrouve avec des films qui se moquent des contes comme Shrek, et que Disney a fait plus de films d'aventure avec le moins de féerie possible, ce qui a donné du bien avec les Pirates des Caraïbes, et du mal avec Chicken Little, qui est une adaptation de conte qui change tellement tout pour correspondre aux mœurs du cinéma d'animation de l'époque défini par DreamWorks, Pixar et Blue Sky Studio, qu'il en devient artificiel. Vous savez... Le problème des récentes productions Disney. Comme si le problème des productions Disney récentes n'était pas nouveau et n'était qu'un cycle d'erreurs que les producteurs hollywoodiens répètent à chaque génération. Parce qu'ils ne veulent pas admettre que le problème est la machine capitaliste. Machine qui voit les films comme des produits à consommer, pas comme des œuvres. Et qu'en faisant comme si le problème était nouveau ou moderne, on ne fait qu'aider Disney à trouver un bouc émissaire pour pas se remettre en question. Et je parle pas seulement du wokisme, ça s'applique aussi au style DreamWorks des années 2000, animation 2D, le genre des contes de fées, les films avec des personnages féminins principaux ou autres excuses qu'on sortait avant ça. Donc ouais, comment veux-tu faire un film Blanche-Neige dans une industrie et un contexte culturel où c'est tellement intégré dans nos têtes que Blanche-Neige est une histoire nulle et un personnage con que même Disney moquait il y a 16 ans? Ici personne n'est gentil avec moi. Oui, bienvenue à New York. Oh, merci. De rien.
Que ça nous plaise ou non, le public des années 90 à 2010 en avait marre des contes de fées, et Disney n'a rien fait pour les convaincre d'aimer ça à nouveau. Pire, Disney a délaissé un public de jeunes trop occupés à capitaliser sur la nostalgie des parents, au point que maintenant ils sont désespérés à chercher de nouvelles franchises parce que, oups, les jeunes ils regardent plus ce qu'on fait. Du coup on revient au problème de base, pourquoi faire un autre film sur Blanche-Neige ? Si c'est pour adultes, c'est donc pour quelqu'un qui connaît probablement déjà le conte. Donc faut faire autre chose avec le conte. Et si c'est pour les gosses, on a tout le tour du ventre des films sur Blanche-Neige. Certes, beaucoup sont nuls, mais beaucoup sont plus intéressants que les remakes Disney. Surtout qu'en plus, le conte, il est maintenant sous domaine public. Du coup, tout le monde peut faire sa propre adaptation de Blanche-Neige. Vous pouvez, là maintenant, faire votre propre film Blanche-Neige. Il y aura aucun droit d'auteur qui vous emmerdera. Preuve en est, les débiles du Daily Wire ont tenté de produire leur propre adaptation de Blanche-Neige pour combattre la version woke de Disney. Le tout écrit par le crétin qui pensait que c'était une bonne idée de faire de Rey la petite fille de Palpatine et qui n'a pas du tout compris en quoi Superman parle de racisme, et avec une actrice de télé ratée qui s'est tirée, réduisant leur projet à néant 2 ans après la sortie d'une BA qui était clairement fausse et tournée à la va-vite. Parce que même à son pire, Disney ne sera jamais plus ridiculement incompétent que les réacs. Comme tout le monde peut faire un film sur Blanche-Neige, tout le monde a déjà tout fait avec Blanche-Neige. C'est pour ça que le projet de Daily Wire d'un Blanche-Neige fidèle à l'original n'avait aucun sens. On l'a déjà fait plusieurs fois. Pourquoi le refaire? Vous faites la même merde que Disney, mais sans budget, sans ambition et sans personne de couleur. Ces contes sont tellement banalisés dans notre culture qu'ils ne sont plus des histoires à part entière, mais des bases pour écrire d'autres histoires. Et qu'en faire une adaptation directe demande, dans notre culture, un énorme travail de réécriture. Disney ne peut pas juste faire une adaptation classique de réponse. Il faut qu'il donne aux personnages de la personnalité, un arc, une mythologie, assez de matière pour durer 1h30, parce que c'est pas long, réponse le conte en vrai. Et surtout des mascottes marketable. Même chose pour Hercule. Le titre Hercule donne peut-être l'impression que c'est une pure adaptation du mythe grec, mais non, on le réinvente complètement pour lui donner une identité propre, pour qu'il ne ressemble pas au direct en VHS avec des catcheurs, et qu'il soit purement un Hercule par Disney. Même si c'est très dérivé de Superman et Rocky, évidemment. Pareil pour La Belle et la Bête, Mulan, ou même du Victor Hugo, comme pour Le Bossu de Notre-Dame. Pour que ce soit leur version, ils doivent apporter une autre vision. Refaire exactement comme avant n'en fera qu'un exemplaire de plus, oublié dans une pile d'exemplaires déjà bien remplis. Après oui, il y a des réals qui ont essayé de faire des contes de fées fidèles qui reprennent le côté onirique et simple de l'histoire. Spielberg l'a fait avec Le Beau Gros Géant, mais le résultat n'a pas convaincu grand monde. George Miller l'a fait avec 3000 ans à t'attendre, plus gros plantage de sa carrière. Ou les films de Tom Moore, qui adaptent parfaitement l'ambiguïté d'un conte avec son style graphique unique, mais c'est un nom qui reste éloigné des grosses productions hollywoodiennes. Sauf Star Wars Vision. Le seul qui arrive encore est Miyazaki, exception qui confirme la règle. Au-delà de ça, ce sont soit des films comiques se passant dans un univers de contes, des films fantastiques d'horreur à la Del Toro qui s'inspirent des contes, ou des vieux Tim Burton comme Édouard aux mains d'argent, ou bien, ce qu'on a le plus souvent, des films d'aventure créant une mythologie concrète avec des éléments du conte, comme les films Disney, Jack le chasseur de géants, Les Frères Grimm, ou Hansel et Gretel, chasseurs de sorcières. Le remake Disney de Blanche-Neige est clairement une adaptation de ce style-là. Et encore, c'est pas forcément un mal. Ça a bien marché pour d'autres contes, après tout. Seulement, il y a 2 problèmes conceptuels dans le cas de ce remake de Blanche-Neige. Premièrement, il se force quand même dans un fanservice handicapant qui le met entre 2 chaises, entre se réinventer et rendre hommage à l'ancien. Ce qui, comme je l'ai expliqué dans ma vidéo sur les remakes Disney, est un problème récurrent dans tous ces films-là. Wendy et Peter Pan étant un des pires exemples, car il ne sait jamais s'il veut être une transposition artsy et psychologique du conte comme Max et les Maximons, ou la précédente adaptation de Peter Pan, Wendy, qui allait à fond de l'approche drame artsy, ou un remake fidèle qui fait du film d'aventure fun. C'est un peu comme si c'était un handicap de faire des adaptations originales de contes classiques dans le circuit des blockbusters Disney. Bon après je te dirais Wendy c'était Searchlight, anciennement Fox Searchlight, donc c'est toujours un petit peu Disney, mais vous voyez ce que je veux dire quoi. Et deuxième problème, celui que personne n'évoque et qui est la raison pour laquelle je tenais à faire cette vidéo, toutes les réinventions proposées par le remake ont déjà été faites. J'ai déjà dit sur ma vidéo sur le remake, mais je le redis ici, toutes les décisions artistiques qui ont été annoncées et qui ont eu une polémique débile ont déjà été faites par le passé. Blanche-Neige pas blanche, on a un court-métrage Mary Melodies où elle est noire, un film érotique brésilien où elle est noire, un téléfilm où elle est jouée par Kristen Krug, métisse caucasienne chinoise, et mon exemple préféré, un épisode du dessin animé d'HBO, Happily Ever After Fairy Tales for Every Child, qui transpose Blanche-Neige chez les natifs américains.
Et du coup, le nom de Blanche-Neige et des nains ont du sens au traditionnel nom de natifs américains qui auraient sûrement des noms comme Neige Blanche. Blanche-Neige qui n'a pas besoin d'un prince pour la sauver, t'as des fois où le prince est inexistant comme dans le court-métrage Betty Boop, ou un bouffon ridicule comme dans Blanche-Neige la suite, ou porte la chandelle pour une meilleure romance pour un autre prétendant qui est soit le chasseur, soit un des équivalents des nains. Même des décisions qui se sont révélées fausses ou mal comprises, comme Blanche-Neige sans ses 7 nains, remplacer les 7 nains par autre chose est très répandu au contraire. Dans la version russe, ce sont des chevaliers quoi. C'est aussi leur problème avec leurs autres remakes Disney. Wendy et Peter arrivaient après plusieurs réinterprétations, ou que par Spielberg, le Peter Pan de 2003, le film qu'on retient pour Nirvana et le whitewashing, et même l'approche plus film indépendant artsy, se focaliser sur Wendy plutôt que Peter et un Peter Pan pas blanc. On avait déjà Wendy sorti 3 ans avant, qui au moins allait au bout de son approche, comme je le disais. Et comment veux-tu faire un remake de Cendrillon après à tout jamais avec Drew Barrymore? Ou un remake de La Petite Sirène après Splash, Pogno, ou le film Petite Sirène fait par... le réal du fan-film du Seigneur des Anneaux, The Hunt for Gollum? Allez, loin le mec! Disney a des décennies de retard et pense pouvoir apporter une adaptation fraîche d'un conte classique qui a déjà eu des tas d'adaptations fraîches. Et encore, dans le cas de Blanche-Neige, même certaines adaptations fraîches, il pue un peu le renfermer. Ce qui fait que Disney essaye de rattraper le succès de grosses daubes. Et du coup, avec toutes ces adaptations, on peut voir un petit peu les différentes propositions de la question « Comment on adapte Blanche-Neige aux standards cinématographiques actuels ?» Mais avant ça, nouveau segment de l'émission. Et maintenant, jugeons les robes de Blanche-Neige. C'est 1917. Robe de la Renaissance, vue par les années 30. Donnez-moi de la texture, parce que je m'emmerde. J'aime pas le beige. Mettez une chemise sous votre corset. Voilà, bien mieux. Effet années 40. Je veux bien ces fringues. Pas grand-chose, mais mignon. Mon robe de chambre sympa. Pas de l'IA, malgré la main du nain. C'était Jugeons les robes de Blanche-Neige. Le problème du protagoniste. Si on devait choisir un protagoniste dans l'histoire de Blanche-Neige, ce ne serait pas Blanche-Neige. Non, vraiment, comme tel, c'est quasi impossible de faire rentrer le personnage de Blanche-Neige dans la case héroïne dans une histoire de film d'aventure classique. Sur le plan mythologique, un héros est caractérisé par le choix, la décision d'agir, de prendre parti, de partir sauver le monde, etc. Blanche-Neige ne choisit jamais. C'est à peine si elle réagit, elle subit tout le long. La reine ne veut même pas la tuer pour ce qu'elle a fait, mais pour ce qu'elle est, à savoir plus belle qu'elle. L'action commence vraiment quand le chasseur essaye de la tuer, et elle ne fait que fuir et se cacher dans une maison où tout ce qu'elle y fait, c'est manger, dormir et faire le ménage et la cuisine pour les nains pour les remercier de l'héberger. Ou si t'es Walt Disney, elle fait direct le ménage parce que femme! Les seuls personnages qui choisissent et sont actifs dans cette histoire sont la méchante reine, c'est un antagoniste donc c'est normal, le chasseur qui refuse de tuer Blanche-Neige malgré l'ordre de la reine, et les nains qui décident de l'accueillir et la protéger. Dans le conte, ça marche parce que le conte a sa propre structure, ses propres codes, et il raconte quelque chose dans ce qu'elle subit. Mais dans un film hollywoodien, le modèle scénaristique demande à ce que le personnage principal soit actif. C'est d'ailleurs pour ça que dans la galerie de princesses Disney, Blanche-Neige est un petit peu la moins considérée. Et pas forcément parce qu'elle correspond à un idéal de femme archaïque et rabaissant, hein. Non, c'est surtout que c'est un personnage qui fait rien dans son histoire, qui n'a pas de personnalité et qui n'a pas de moment qui attise l'émotion. Cendrillon aussi fait le ménage et la cuisine, mais elle est quand même active, elle démontre un caractère, et quand elle se fait détruire par sa propre famille, tu ressens sa peine, donc tu apprécies le personnage, tu veux la voir réussir. Tiana, dans La Princesse et la Grenouille, elle fait la cuisine et le ménage, et son objectif est d'ouvrir son restaurant, donc faire encore plus de cuisine et de ménage. Mais c'est son projet de rêve pour son profit, et elle se bat pour l'avoir, démontrant une vraie passion et détermination. Et elle est même confrontée à ses désirs par le docteur Facilier pour évoluer. Blanche-Neige fait le ménage parce qu'on n'attend rien d'autre d'une femme de cette époque. On pourrait croire qu'après des années à avoir fait le ménage pour sa belle-mère, elle serait contente d'enfin pouvoir faire autre chose de sa vie, mais non. Ce n'est pas aidé par le fait que le conte explicite vraiment qu'une chose sur le personnage, et c'est sa beauté. Certaines adaptations essayent d'en faire sa pureté d'âme et sa gentillesse, mais d'autres prennent trop au littéral le texte et s'arrêtent à la beauté physique. Du coup, les films priorisent des femmes jolies, et ainsi, quand tu priorises le physique, très souvent tu dépriorises le talent de l'actrice, et donc le rôle de Blanche-Neige a été tenu par beaucoup d'actrices nulles ou d'actrices jouant mal. Et Lily Collins, la star d'Emily Paris, était à son premier rôle au cinéma, et ouais, ça se voit. J'étais venue autrefois avec mon père. C'était un royaume plein de joie. Carol Hayes est une championne de patinage artistique, ce qui a servi pour son film, mais c'est malheureusement son seul talent visible à l'écran. Kristen Stewart était encore prisonnière du style Bella Swan à cette époque, malgré qu'elle avait montré qu'elle savait faire plus que ça avant ou après cette période.
Le mec qui a cru que c'était une bonne idée de caser Mela Bédia à la VF de Blanche-Neige, les souliers rouges et les 7 nains devrait être viré parce que sa voix ne colle absolument pas du tout. Pour être honnête, y en a aucun qui m'a tapé dans l'œil. Et Riley Steele, voilà quoi. Je n'aime pas renforcer les clichés sur les actrices porno qui savent pas jouer, surtout que celle qui fait la reine dans ce film-là essaye bien plus, mais elle... Your father's passion was stronger than his heart. He died in my arms. Kevin, your dog just died. Du coup, quand on adapte le personnage, beaucoup ont tendance à la démolir et à la ridiculiser plutôt que d'essayer d'en faire quelque chose de concret, l'illustrant comme une nunuche idiote qui est chiante d'être tout le temps en détresse. Parce que les réacs ont beau mentir et prétendre le contraire, le public n'a jamais trop aimé les demoiselles en détresse et les princesses nunuches sans rôle actif, au point où ça devient presque ringard de critiquer ça tant la culture actuelle n'a plus du tout d'exemples de demoiselles en détresse pur et dur, et les derniers exemples se sont fait atomiser par la critique. Je la déteste! Et quand ils n'en font pas une cruche, ils en font une folle de cul. Ouais. Et étrangement, ça arrive surtout dans les adaptations françaises. Vous voyez cette blague beauf entendue un milliard de fois qui dit que la nana vit avec cette nain, elle s'est sûrement tapé tout le monde cette salope. Bien qu'elle habite avec cet homme, ça n'est pas une fille facile. Eh bien, le cinéma français la prend très premier degré cette blague. On a eu la pièce de théâtre Elle voit des nains partout, où Blanche-Neige a été maudite par une fée qui a fait d'elle une obsédée sexuelle. Aussi la maman de Blanche-Neige est perse. Et comme elle était perse, elle me fit jurer d'appeler sa fille Neige. On a l'épisode de H où Ramsey raconte l'histoire d'une Blanche-Neige allumeuse qu'il fait tuer à la fin parce qu'il a pas aimé se faire rembarrer par une collègue de travail. On a Blanche-Neige la suite de Picha qui est... toutes les blagues faites sur Reddit à propos de Blanche-Neige. Mais je pense que le pire, c'est Blanche comme neige. Parce que celui-là, il prend cette blague de vieux beauf et il la fait premier degré avec un ton thriller psychologique. Parce que voilà, c'est un film français, donc c'est une exploration de la liberté sexuelle d'un personnage féminin. C'est pas du tout une excuse de branlette intellectuelle pour faire plaisir à des vieux pervers, hein. Sérieux, ce premier degré pour une idée aussi conne. La reine veut tuer Blanche-Neige parce qu'elle s'est tapé le costard-cravate qu'elle convoitait, donc elle envoie le pire assassin du monde la tuer. Mais elle s'échappe. Elle débarque dans un petit village de racistes. Ouais, voilà, j'aime les filles pâles. Parce que les charnues, les rumens, les renoirs, me font flipper, quoi. Et elle se dit, tiens, je vais me refaire le scénario de Cars. Donc elle crèche chez des jumeaux et fréquente les 5 autres qui vivent dans ce village paumé. Elle se tape à des jumeaux dans le jardin car il a beau être un connard malpoli, il est trop sexy à couper du bois. Puis elle se tape l'autre jumeau par erreur parce qu'elle est conne. Mais du coup elle se dit, jamais 203, donc elle se fait Jonathan Cohen dans la voiture. Puis Benoît Poelvoorde vient la voir et lui dit « gentille dame, mon fils est puceau, vous pouvez régler ce problème ?» Ça fait effectivement partie de mes compétences. Et Poelvoorde en profiter pour lui demander de lui fouetter le cul. Elle le fait parce que trop lol. Et après avoir raconté tous ses escapades sexuelles au prêtre du coin, la reine la trouve, essaye de lui faire un peu de drague ou quelque chose que les femmes font dans les films français pour vieux pervers, et la jette du haut d'une falaise alors qu'elle est bourrée. Ça c'est fait, elle va donc dans une église allumer un cierge, et se crame comme une conne en foutant le feu à son écharpe. Le cinéma français, une vraie exception culturelle. J'insiste là-dessus, tout ça avec un ton sérieux de thriller psychologique. Par la réalisatrice de Président. Le film que j'ai dit une fois qu'il aurait dû être plus sarkozyste que hollandiste. Plus court, méchant et en tôle, au lieu de mou et complaisant. Bon, après, je te dirais, comparé à Président, ouais, au moins Blanche comme neige va à fond de sa connerie. Tellement à fond qu'ils sont allés reprendre Lou de Lage, qui avait déjà joué Blanche-Neige dans le téléfilm pourri La Nouvelle Blanche-Neige, qui a le mérite d'être l'une des adaptations françaises de Blanche-Neige à ne pas s'aimer le personnage. Du coup, voilà, tout le monde voit Blanche-Neige comme une conne ou comme une salope. À part ça, on n'est pas du tout un gros pays de ringards. Pas mal d'adaptations, notamment les 2 des 4 sortis en 2012. Oui, 4 films sur Blanche-Neige sont sortis en 2012, ont tenté de se focaliser sur autre chose que Blanche-Neige. Sur la reine, ce qui n'est pas une mauvaise idée, pas originale mais déjà bien faite par le passé, c'est juste que ces deux-là échouent de différentes manières. D'autres films se focalisent bien sûr sur les nains, le film Disney, comme beaucoup de films princesses Disney de cette période, se focalise plus sur les personnages mignons et rigolos qui accompagnent la princesse que la princesse elle-même. C'est pareil pour Cendrillon ou La Belle au Bois dormant. La star, ce n'est pas Cendrillon, ni Aurore, ou même les princes, c'est Jacques et Gus, ce sont les 3 fées, ou même Maléfique. C'est pas
pour rien que c'est elle qu'on retient le plus dans La Belle au bois dormant. Mais le titre de cette histoire, c'est Blanche-Neige. Du coup, les scénaristes se retrouvent forcés à devoir justifier pourquoi Blanche-Neige est le personnage principal. Parce que sinon, Iron Man 93 va faire un tweet disant que le film est nul parce que le titre du film ne correspond pas à celui du personnage principal. Au lieu d'assumer que le titre évoque juste un univers plutôt qu'un personnage. Ça s'appelle la légende de Zelda, pourquoi Zelda elle est limitée qu'aux cinématiques alors? Et du coup, on part du principe qu'il faut corriger Blanche-Neige. Et maintenant, jugeons les robes de Blanche-Neige. Je vois la vision, mais pas l'exécution. Oh my, les paillettes. Pré-raphaélite et rose. Ça fait 1880, j'aime. Histo est magnifique, oui, même le signe. C'est sympa. Pas beaucoup de budget, mais bien utilisé. Là, il y a du budget costume. Il y a de la texture, j'aime. C'était Jugeons les robes de Blanche-Neige. Les corrections du personnage de Blanche-Neige. Comme expliqué dans une narration mythologique classique, c'est attendu que le personnage principal soit actif dans le récit. Et comme on fait un blockbuster et un film d'aventure, la suite logique est d'en faire une femme d'action et d'affronter plus qu'une simple belle-mère jalouse. Et on a eu des tentatives intéressantes, ouais. C'est le mot, intéressante. Par exemple, voici les premières secondes de la Blanche-Neige d'Asylum. Il y a fort longtemps, une étoile engendrée par les cieux tomba sur la terre. L'étoile déchue, que l'on appelait la flamme émeraude, se consumait. La flamme donna naissance à 2 lignées d'êtres vivants. Les reptiliens, chargés de défendre la flamme émeraude, et les elfes. Donc ouais, on essaye de faire de Blanche-Neige une vraie héroïne, ce qui arrive souvent à transformer la situation avec la méchante reine en combat d'un peuple contre la tyrannie. Once Upon a Time fait ça, Blanche-Neige et le chasseur fait ça, le Blanche-Neige de Tarzan Singh fait ça, tous les films Asylum sur Blanche-Neige font ça, y compris Blanche-Neige et les 7 samouraïs, vrai film qui existe. Où que j'aille, c'est toujours pareil. Aujourd'hui, j'ai encore entendu des filles dire « Regarde, c'est Blanche-Neige, la future héritière d'un gros cartel de coke !» Et même Shrek le 3e l'a fait. D'ailleurs, même Disney l'a fait, et pas qu'avec le remake. Ils ont compris petit à petit que les gens aimaient bien les femmes d'action, commençant timidement avec Jasmine, puis plus frontalement avec Mulan, puis Elisabeth dans Pirates des Caraïbes, Rebelle, il était une fois où ils s'amusent de l'inversion de rôle de l'archétype à la Blanche-Neige qui va sauver son mec épée à la main contre un dragon, mais le modèle qu'ils ont officiellement adopté était là celui d'Alice au Pays des Merveilles, où la jeune fille est foutue dans une armure, décapite un dragon et devient capitaine d'un navire de la Compagnie des Indes. Vous savez, les méchants de Pirates des Caraïbes. Oups! Alors je sais que ce terme est souvent utilisé par des crétins qui se sentent châtrés chaque fois qu'ils voient un personnage féminin se débrouiller sans mec, mais c'est vraiment toute la problématique de ce qu'on appelle la girl boss. Valoriser l'avancée sociale des femmes que dans le modèle capitaliste et autoritaire, pour qu'elles deviennent assez froides pour tuer quelqu'un d'autre. Mais comme là c'est une femme, c'est progressiste. Et c'est le méga succès, oh putain on a gagné plus d'1 milliard de dollars d'Alice au Pays des Merveilles qui leur a fait comprendre que c'était la voie à suivre. Et les producteurs qui sont partis ailleurs pour faire Blanche-Neige et le chasseur, aussi en armure, n'a fait que confirmer que, apparemment, oui, c'est ce que veulent le public de leur princesse Disney. Donc ils ont fait Blanche-Neige avec une faux badass dans Mirrorverse, compris avec une backstory complexe disponible chez votre libraire, et la série Once Upon a Time où elle devient une fugitive obligée de devenir une Robin des Bois féminine, compris avec l'arc qui mène la résistance contre la méchante reine. Ils font même une blague méta pour bien montrer que, ah ah, ce n'est pas cette ringarde du dessin animé qui chante aux oiseaux en faisant le ménage. Et ouais, vous êtes bien mignon de vous plaindre que Disney est devenu woke en faisant de Blanche-Neige une girl boss, mais en vrai, c'est pas loin de la 5e ou 6e fois qu'il donne une arme à Blanche-Neige pour qu'elle combatte l'armée des ténèbres de la méchante reine. Et c'est arrivé en réponse aux critiques très répandues envers les demoiselles en détresse et la popularité des femmes fortes des années 80 qu'on a régulièrement acclamé quand ça arrivait dans les années 90 et 2000 et qui sont devenues une norme qu'à partir des années 2010. C'est comme si la culture cinématographique des anti-woke avait un gros trou juste après les années 80 et juste avant la sortie des SOS fantômes féminins, et qu'ils n'ont absolument rien vu de ce qu'il y avait entre les deux. Ou alors ça les gênait pas dans ces autres versions, parce que dans ces autres versions, Blanche-Neige restait blanche. Et ça ne s'arrête pas aux productions hollywoodiennes, des artistes d'autres cultures aussi apportent une Blanche-Neige plus débrouillarde. La série de comics of Fable, qui fut adaptée au jeu vidéo Wolf Among Us, montre une Blanche-Neige désillusionnée et devenue une leaduse sérieuse, voire carrément froide, à cause de ses problèmes familiaux,
notamment son divorce avec le prince, ou encore sa sœur Rose Rouge. Alors non, Blanche-Neige n'a pas de sœur dans le conte original. En fait, ils ont mélangé deux contes. Celui avec Rose Rouge, voilà, c'est un tout autre personnage en vrai. Et ce conte est beaucoup moins connu, donc c'est quand même cool d'essayer de faire des références à ça. Ça montre qu'ils maîtrisent leur truc. On a aussi le film d'animation sud-coréen Blanche-Neige et les souliers rouges, avec sa BA incroyablement mensongère. Par les créateurs de La Reine des Neiges, Vaiana la légende du bout du monde, et Réponse. Non, pas du tout. Ça n'a absolument putain de rien à voir avec les gens qui ont bossé sur ces films-là. Il n'y a qu'une personne en commun entre Blanche-Neige et les souliers rouges et ces films Disney, et c'est Gene Keane qui a conçu les designs très poupées Barbie que les gens critiquent souvent sur La Reine des Neiges et d'autres films Disney modernes. Donc aller jusqu'à dire que c'est les mêmes créateurs au pluriel, c'est du mensonge. Si vous vous contentez de ça, bah vous auriez pu penser au moins aux autres. Par des gens qui ont donné des sous à Planète 51 et le royaume de Gaoul. Par les mecs qui ont géré la lumière dans Cars. Par le mec qui a fait le storyboard de Gang de requins et Hop. Par le mec qui a mis Peter Fonda dans un film Thomas le Petit Train, par les responsables de Totally Spies et Opération Casse-Noisette 2, par le producteur de J'ai rencontré le diable. Bande-annonce de merde qui a rendu tout le monde très critique sur ce film, alors qu'en réalité il était ok tiers. Le film ne fait pas de Blanche-Neige une guerrière, mais une aventurière intrépide et une personne haute en calories qui devient mince et séduisante que grâce à un sort magique lié à des souliers rouges, qui sont des pommes magiques qui se changent en souliers. Donc on peut dire que ce sont des chaussons aux pommes ? Ce qui amène à un arc d'acceptation de soi et de body positif. La Blanche-Neige de Tarzan Singh va même plus loin en faisant du prince la victime d'un sortilège qu'on peut sauver qu'avec un baiser, et en montrant bien que Blanche ne se fait pas avoir par le coup de la pomme en balançant à la vieille bique un L plus ratio plus cartuno inversé. Dans le conte, elle se partage la pomme, parce qu'en fait il y a qu'un seul côté de la pomme qui est empoisonné. C'est comme si les gens n'avaient pas du tout lu le conte et se contentaient de regarder le film Disney. Et c'est bien gentil de vouloir faire une Blanche-Neige forte et indépendante qui sait se débrouiller, mais ça amène un autre problème. Comment un personnage qu'on montre comme intelligente, active et forte arrive à se faire avoir par un truc aussi con qu'une putain de pomme? Eh bien, dans le cas du film de Tarzan Singh, on le fait tout simplement pas. Dans Blanche-Neige et le chasseur, la méchante reine prend l'apparence du prince plutôt qu'une vieille étrangère. Dans Once Upon a Time, la méchante reine propose la pomme à visage découvert, car dans cette histoire, Blanche-Neige sait que la pomme est empoisonnée et accepte de la manger quand même parce que ça va sauver ses êtres chers. Dans le Blanche-Neige de Underworld, elle se déguise, mais Blanche-Neige la reconnaît quand même et se sacrifie pour les mêmes raisons. Et d'autres fois, la reine en a marre et se contente d'agresser Blanche-Neige pour lui faire bouffer la pomme ou un poison dans le genre. Du coup, bah on perd un petit peu complètement l'intérêt de la pomme. Les apparences trompeuses, la curiosité dangereuse, la fausse gentillesse d'une inconnue, etc. Et non, je ne parle pas du remake parce que, pour le coup, le remake a gardé l'idée de la manipulation et du déguisement. Il l'a rendu lourdingue à sa façon, insistant sur le rapport personnel au lieu de l'aspect universel de la leçon, mais au moins on garde l'idée de l'apparence trompeuse. Mais le plus gros problème de faire de Blanche-Neige une femme d'action badass, c'est que on peut vraiment constater la masculinité toxique de ce qu'on laisse à Blanche-Neige, quoi. T'en as marre d'être une demoiselle en détresse gentillette? Alors soit une badass qui se débrouille toute seule et qui pète des gueules. Ou bien soit une bonne baiseuse. Et non, ce n'est pas du féminisme extrême ou du wokisme, c'est juste l'état actuel de notre culture. Les personnages féminins doivent être soit des bagarreuses, soit des objets de désir, et rien entre les deux. Dans certains contextes, ça peut marcher, genre un milieu de soldats ou de super-héros. Là, ouais, la femme qui n'est pas forte devient un boulet. Mais là, on parle d'un conte de fées. C'est ce qui se passe quand on rend honteux les émotions sincères, les personnages qui ne sont pas beaux et forts, et qu'on s'amuse à démolir toute notre culture populaire avec du cynisme. Pour se donner la vaine impression qu'on est plus mature qu'un conte de fées pour enfants. Alors qu'on peut garder la pureté de Blanche-Neige tout en faisant un personnage actif et sans la bafouer. C'est peut-être ça, être punk rock. La version Once Upon a Time est certes une bagarreuse, mais au moins on montre cette partie du personnage comme une erreur, un drame, un truc pas bien qu'elle est obligée de faire pour survivre. Et l'histoire l'encourage à aller dans une voie plus sage et bienfaitrice. L'animé Raconte-moi une histoire adapte le conte durant 4 épisodes, et bien que Blanche-Neige ne reste pas très active, il y a quand même des idées intéressantes, genre montrer que la gentillesse de Blanche-Neige est ce qui unit les nains et les animaux de la forêt qui la sauveront plus tard. Et même prend le temps de montrer qu'elle a eu des PTSD avec toutes les fois où sa belle-mère a été violente avec elle et essayé de la tuer. Même chose dans l'animé de Underworld, même si ça part un petit peu dans tous les sens. On peut aussi faire un entre-deux en faisant de Blanche-Neige pas une badass totale, mais une final girl d'un scénario horrifique. Dans Blanche-Neige et le château hanté, par le même studio que Musclor, elle se laisse pas faire contre un méchant sorcier qui veut la changer en statue, et elle parvient à utiliser sa propre magie contre lui. Dans Blanche-Neige le plus horrible des contes, en plus de se focaliser davantage sur la reine que sur Blanche-Neige, cette dernière reste donc la princesse simple qui aime son papa le roi, qui se retrouve à devoir se défendre et tuer la reine en légitime défense. D'ailleurs,
dans ce film, Blanche-Neige ne s'appelle pas Blanche-Neige, mais Liliana Hoffman. À aucun moment elle se fait appeler Blanche-Neige, et on suggère que ce nom-là serait lié au fait qu'elle est née sur une terre enneigée. Et pourtant, pour beaucoup, ce film est la deuxième meilleure adaptation du conte avec le film Disney. Comme si en vrai on pouvait justifier comme on voulait le nom de Blanche-Neige de différentes façons, y compris dans les versions où elle n'est pas blanche. En l'honneur de la nuit de sa naissance, ses parents la nommèrent Blanche-Neige. C'est comme si on pouvait prendre énormément de liberté avec le conte du moment qu'on le fait avec imagination. Le tout en donnant du sens aux aspects du conte que l'on garde. Bon, ça c'est plus à donner au crédit du plus horrible des contes que au remake, parce que le remake a fait que reprendre l'idée. Et encore, je ne parle pas des transpositions à l'époque moderne où, évidemment qu'il change son nom. Dans Miss Campus, c'est Sydney White. Dans la nouvelle Blanche-Neige, c'est Blanche Métellier, qui devient Blanche-Neige en épousant son prince Adrien Neige. Non, sérieux, ils l'ont appelé comme ça. Dans un Noël de Blanche-Neige, c'est Blanca Snow. Et dans Blanche comme Neige, elle s'appelle Claire. Mais oui, c'est clair. Parce que blanc, c'est une couleur claire. C'est pour ça que je veux plus voir ces films. Étrange qu'on n'ait pas eu de polémique autour de ces changements de nom-là, Sinon, Blanche-Neige est aussi décrite comme ayant des cheveux noirs comme l'ébène. Donc vous étiez où toutes les fois où Blanche-Neige était blonde, bande hypocrite? Dans la nouvelle Blanche-Neige, je me doute que les gens étaient plus choqués par les reprises nulles à chier de chansons populaires et le miroir magique remplacé par un écran d'ordinateur que par les cheveux blonds de Lou de l'âge. Et l'actrice a joué 2 fois Blanche-Neige. Comme quoi, il y a un connard quelque part qui a insisté sur une Blanche-Neige blonde. Et Blanche-Neige, elle, en réalité, elle est blonde. D'ailleurs, la transposition à notre époque, c'est une tentative récurrente de proposer une alternative à Blanche-Neige, et ça n'a jamais marché. La seule version qui tient un petit peu debout, c'est Miss Campus, car c'est grosso modo Lolita malgré moi. Et... ok, Lolita malgré moi c'est bien, donc c'est à peu près très bien. Mais les autres ont tous un peu les mêmes idées nulles pour adapter le conte. Genre, on remplace le roi par un mec riche, la méchante reine ne veut plus tuer Blanche-Neige par jalousie pour sa beauté et pour toucher l'héritage, un concours de popularité au lycée, ou dans le cas de Blanche comme Neige, parce que c'est une folle de cul qui a une relation avec l'homme qu'elle désire. Les 7 nains ont toujours un choix de remplacement OSEF, genre 7 meufs qui maintiennent des katanas, 7 gosses paumés, 7 geeks qui sont les réclus du campus, ou juste des mecs. Et le miroir magique est un ordinateur ou un téléphone. Ah, bonjour, maître miroir. Ferme ta putain de gueule. Et ouais, la nouvelle Blanche-Neige, c'est la pire version, Ça tient en 4 mots. Comédie, musicale, jukebox. Buddy, you're a young man, man, shouting in the streets, gonna take all the world someday. You got blood on your face. J'ai déjà dit que t'es bien plus belle que Morissette, que belle comme un pétard. À quoi ça sert de vivre? Qui resterait un mystère. Vous feriez mieux d'écrire vos propres chansons! Mais enfin, pour en revenir au sujet, le truc, c'est qu'il ne faut pas corriger Blanche-Neige. Faut juste exécuter correctement ce style de personnage. En faire un personnage comme Steven Universe ou le Superman de James Gunn, qui se bagarre quand il a pas le choix, mais qui arrive vraiment à vaincre en étant lui, en étant le gentil gars qui encourage le meilleur de son entourage. Mais c'est rare qu'Hollywood tente de faire des personnages à arc plat et pacifiques, parce que ça fait pas de scène de spectacle cool. Quand t'es un gros nul qui sait pas écrire en tout cas. Même cette turf de J.K. Rowling, elle a réussi avec Norbert Dragono dans Les Animaux Fantastiques. Et sa transphobie a moisi son cerveau et détruit son talent d'écriture, et donc elle arrive plus à en faire autre chose qu'un personnage secondaire, pour une histoire valorisant le badass Dumbledore, qui est trop fort car il cache son homosexualité et ses émotions derrière une figure froide et calculatrice. On a aussi Frodon et Bilbo dans Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit, mais l'un est victime d'énormément de blagues sur sa faiblesse, ses larmes et sa possible homosexualité avec son jardinier, et l'autre est considéré comme inutile par des critiques qui comprennent pas le concept d'un personnage témoin. Et je peux confirmer que c'est faisable de réussir ça avec Blanche-Neige parce que c'est littéralement le seul truc bien qu'a fait le remake. Ils ont su comment la rendre active sans en faire une girl boss ou une guerrière. Elle est, comme dans le film original, une esclave de la reine, mais elle fait quand même de son mieux pour apporter de la bonté autour d'elle. Elle essaye en demandant gentiment à la reine, et quand ça ne marche pas, elle se permet une petite infraction. Quand elle voit un de ses amis poursuivi par des gardes, elle utilise son intelligence et ses amis animaux pour les piéger. Elle n'utilise jamais d'armes, elle ne fait jamais de cascade, et elle donne même pas de coups de poing ou de gifles. Même pour vaincre la reine, elle le bat qu'avec sa gentillesse et sa bonté, en s'opposant pacifiquement, en utilisant son super pouvoir de connaître par cœur le nom des gardes pour les convaincre de redevenir gentils. Paul, tu étais fermier, tu as une femme, Eleanor. Tu avais des cerisiers et chaque année au moment de la récolte, tu invitais tout le village pour que chaque personne reçoive sa part. Mathieu, tu étais boulanger. Tu ne refusais jamais d'aider ceux qui avaient faim, même s'il ne leur restait plus un sou en poche. William,
Je me souviens de vous. De vous tous. Tu as même un moment où la reine lui donne une dague en mode « Vas-y, bute-moi et prends le trône !» Et elle refuse. Bon, ça devient handicapant pour le côté automatique du script de Blockbusters, car comment on fait un climax bourré d'FX si Blanche-Neige ne se bat pas? Oh, eh bien, la reine se casse bouder dans sa chambre, personne ne l'arrête, on voit que le miroir magique a une empreinte carbone catastrophique, et la reine l'explose quand on explique trop la morale du film, ce qui la pétrifie. Et Blanche-Neige regarde tout ça se passer et comprend rien du tout. Je crois qu'elle était même pas au courant pour le miroir ou l'existence de la magie dans ce monde. Ouais, encore une fois, Blanche-Neige est le seul truc bien du remake Disney de Blanche-Neige, qui, disons-le, est un truc essentiel à ne pas louper, hein. C'est juste que, malheureusement, absolument tout le reste est nul à chier, hein. C'est comme s'ils avaient fait venir Greta Gerwig pour cette partie du script, et qu'elle a su faire une femme forte, sans en faire une girl boss chiante et froide, et que les autres scénaristes se sont mal démerdés autour de sa contribution. Bon, à la fin, Blanche-Neige finit quand même reine et reprend le royaume comme son père, donc ça reste un petit peu girl boss, finalement. Mais je note quand même l'effort. Pour une fois, un remake Disney avait compris comment se moderniser tout en respectant l'original et sans se vautrer dans la dissonance cognitive. Même les scènes où elle interagit avec Lina sont adorables et résument bien la pureté et la gentillesse du personnage. Timide, simplet, grincheux, joyeux, dormeur, atchoum, et je suis prof. D'habitude, tu nous présentes par ordre alphabétique. Dans l'ordre alphabétique inverse, c'est timide, simplet, prof, joyeux, grincheux, dormeur et atchoum. Oh, je n'en reviens pas. Comment elle a fait ça? Ma mère m'a toujours appris qu'il fallait savoir comment les gens s'appelaient. J'adore premier degré la scène où elle apprend un simplet à siffler. Bon, c'est gâché par le design horrible de la créature et par le fait qu'il parle à la fin, pendant tout le truc de se faire entendre par le sifflement inutile, mais hors du contexte du film nul où se trouve cette scène, c'est adorable et bien joué. Donc voilà, si vous n'arrivez pas à écrire une bonne version de Blanche-Neige sans en faire une femme d'action froide, eh bien vous êtes plus nul qu'un remake Disney. Mais bon, c'est plus facile pour des scénaristes masculins nuls à chier d'écrire des personnages masculins plutôt que des personnages féminins. Et vous en saurez plus dans la seconde partie de cette vidéo. Oui, seconde partie. Tuez-moi. Non, touche pas à ce calendrier, non, s'il te plaît, je veux finir avant février, non. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, cliquer sur la cloche pour être informé des prochaines sorties sur cette chaîne ou à me rejoindre sur mes réseaux sociaux. Et si vous voulez soutenir cette chaîne et cette émission, n'hésitez pas à aller sur mon Patreon, vous y aurez accès à mon Discord privé où on parle d'un peu de tous les sujets, je vous tiens au courant de l'avancée de la prochaine vidéo et vous montre des exclus, ainsi que des goodies comme des t-shirts, posters, badges et mugs ou des exclus comme les versions non censurées de mes vidéos. Vous pouvez même y choisir un film pour mon émission, le Vidéo Club virtuel diffusé un samedi sur deux sur Twitch. Si vous voulez m'entendre défoncer un film, défendre un film ou tout simplement avoir mon avis, n'hésitez pas. Encore merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt sur Fermez-la.